Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, on va faire un petit point sur le coronavirus, la chute de Benjamin Griveaux, les enfants influenceurs, les criquets qui menacent l'Afrique et la crise de l'Académie des Césars. La première actu donc, et ça devient une habitude, c'est un petit point sur le coronavirus. D'ailleurs, je sais pas si vous avez suivi, mais il a un nouveau nom, le Covid-19. Mais aujourd'hui, on ne va pas faire un traditionnel bilan comme chaque semaine, on va plutôt se poser cette question: quel est l'impact de cette épidémie sur l'économie mondiale? On peut pas vraiment encore chiffrer les conséquences de l'épidémie, mais le confinement en Chine implique forcément une réduction de la production et une baisse de la consommation. Le problème, c'est que ces conséquences, elles traversent les frontières. Par exemple, ce week-end devait avoir lieu l'un des plus grands salons tech au monde, le Mobile World Congress à Barcelone. Des grandes entreprises comme Amazon ou encore LG y étaient attendues, mais elles ont toutes annulé leur venue les unes après les autres de peur que le virus se propage. Du coup, face à la multiplication des désistements, les organisateurs ont tout simplement annulé l'événement. Mais au-delà de cet événement, qui est un cas parmi tant d'autres, le coronavirus touche aussi directement certains secteurs comme celui de l'automobile. Plusieurs usines coréennes, italiennes et anglaises ont suspendu leur production en prévision des difficultés d'approvisionnement de composants qui viennent de Chine. Et puis de manière plus globale, la Chine est le principal exportateur de biens au monde et donc forcément beaucoup d'entreprises sont impactées et on ne sait pas vraiment quand reprendra la production. La crainte du coup, c'est un effet boule de neige qui plongerait l'économie mondiale dans une crise économique. On en a encore plutôt loin, mais il faudra évidemment être vigilant à l'évolution de la situation. Au passage, j'aimerais aussi parler brièvement des guérisons parce qu'on ne le dit pas assez, mais tout le monde ne meurt pas du coronavirus, loin de là. Cette semaine par exemple, 744 personnes sont sorties de l'hôpital en Chine et depuis le début de l'épidémie, on compte 6723 guérisons, soit beaucoup plus que le nombre de morts, donc c'est quand même une bonne nouvelle. Bref, affaire à suivre, l'Organisation mondiale de la santé reste alarmiste et faudra voir l'évolution de la situation dans les jours à venir. La deuxième actu de la semaine, c'est un nuage de criquets pèlerins qui est actuellement en train de menacer l'Afrique de l'Est. Oui, vous avez bien entendu, des criquets. Alors on est bien d'accord, un criquet tout seul c'est complètement inoffensif, mais quand vous avez des milliards de criquets qui se déplacent, ça devient tout de suite un plus gros problème. Pour vous faire une idée, un seul de ces groupements de criquets couvre une surface de 2400 km², soit l'équivalent de la superficie du Luxembourg. Pour que vous vous rendiez compte du problème, un criquet pèlerin adulte mange l'équivalent de son poids, ce qui équivaut à 2 grammes. Donc forcément, quand il y en a des milliards, ça fait des millions de tonnes de culture dévorées par les criquets. Et ça crée une vraie insécurité alimentaire, si bien que l'ONU craint le début d'une famine dans la région. En fait, au début, les criquets ont été repérés en Somalie, puis dans la moitié sud de l'Éthiopie. Après ça, ils se sont dirigés vers le Kenya, Djibouti ou encore l'Érythrée, et la Somalie a même fini par déclarer l'urgence nationale. Le secrétaire général adjoint pour les affaires humanitaires de l'ONU, Mark Lowcock, a présenté cette invasion comme la pire depuis 70 ans pour le Kenya et la pire depuis 25 ans pour l'Éthiopie ou la Somalie. Le pire, c'est que cette invasion serait la conséquence d'un dérèglement climatique que l'on appelle le dipôle de l'océan Indien. Concrètement, il s'agit de variations de température à la surface de la mer entre les zones est et ouest de l'océan Indien. Aujourd'hui, en fait, la seule solution pour les éradiquer, c'est de vaporiser des pesticides de synthèse par avion ou depuis des 4x4, mais ça coûte très cher. La FAO, donc l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, a lancé un appel aux dons, mais elle a énormément de mal à réunir des fonds. Seulement 15,4 millions de dollars ont été récoltés sur les 76 millions attendus. Du coup, si aucune mesure n'est prise, le nombre de criquets pourrait être multiplié par 500 d'ici juin et dévaster encore les cultures. Bref, c'est assez effrayant, on va pas se mentir, et on vous tiendra évidemment au courant de l'avancée de la situation. Pour la troisième actu de la semaine, on va parler de Benjamin Griveaux qui a dû se retirer des municipales à Paris. Bon, vous en avez probablement entendu parler, le candidat de la République en marche, Benjamin Griveaux, a dû abandonner la course à la mairie de Paris pour les municipales. Pourquoi ? Parce que des images privées à caractère sexuel de lui ont été diffusées sur les réseaux sociaux. Une femme aurait donc eu une liaison consentie avec Benjamin Griveaux, des images à caractère sexuel avaient été échangées et c'est donc ces images qui ont circulé. Il n'a pas démenti les faits, il a préféré mettre fin à sa campagne et pour l'annoncer, il a fait une conférence de presse déclarant notamment qu'il ne souhaitait pas exposer davantage sa famille et lui-même. Mais logiquement, il y a donc des questions qu'on peut se poser. D'abord, comment les images ont fuité ? Bon, apparemment, ce serait un artiste et activiste russe, Piotr Pawlenski, qui aurait mis en ligne ces images grâce à une source. Le truc, c'est qu'elles ont aussi été relayées rapidement par un député, un ex-député de la République en marche, Joachim Son-Forget. L'autre question que ça pose, c'est la protection de la vie privée. La quasi-intégralité de la classe politique, de Jean-Luc Mélenchon à Marine Le Pen en passant par le centre, ont pris la défense de l'ex-candidat. Leur argument, c'est que ces photos étaient intimes
mais consenties et qu'elles n'ont rien à voir avec des compétences politiques ou autres. Un débat similaire avait d'ailleurs déjà éclaté à l'époque de la présidence de François Hollande lorsqu'il fréquentait en cachette l'actrice Julie Gaillet. En tout cas, les avocats de Benjamin Griveaux ont annoncé qu'ils allaient porter plainte et aujourd'hui, La République En Marche doit lui trouver un remplaçant à un mois des élections, ce qui ne va pas être facile. Plusieurs noms sont déjà envisagés comme Mounir Majoubi, Pierre-Yves Bournazel ou encore la ministre de la Santé Agnès Buzyn. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un coup dur pour Emmanuel Macron parce que rappelons-le, Benjamin Griveaux était l'un de ses fers de lance qui avait rejoint le président dès le début de son mouvement. Avant de passer au sujet des enfants influenceurs, la quatrième actu de la semaine, c'est la crise du cinéma français et plus particulièrement des Césars. Tout a commencé avec l'annonce des nominés pour la cérémonie des Césars de 2020, une cérémonie qui, je le rappelle, récompense le meilleur du cinéma français de l'année passée. Ce qui s'est passé, c'est que le réalisateur Roman Polanski a été nommé dans 12 catégories pour son film J'accuse. En fait, ça a fait scandale parce que Roman Polanski est au cœur d'une polémique depuis novembre dernier. Valentine Monnier, une photographe française, accuse notamment le cinéaste de l'avoir violée et frappée en 1975 alors qu'elle avait tout juste 18 ans. Du coup, vous vous doutez bien que les 12 nominations sont très mal passées auprès des assos féministes mais aussi de l'opinion publique. Tout ça, c'était fin janvier, sauf que cette semaine, 400 personnalités du cinéma français ont publié dans le journal Le Monde une tribune pour dénoncer le système archaïque de l'Académie des Césars. Et là, on ne parle pas d'une minorité, c'est littéralement tout le cinéma français, d'Omar Sy à Jacques Audiard, qui a dénoncé les failles de ce système. Évidemment, c'est lié en partie à l'affaire Polanski et au fait que la direction n'ait pas du tout pris en compte les polémiques autour de la sortie du film J'accuse, mais ça va au-delà de ça. En fait, cette tribune, elle avait surtout pour but de réveiller les responsables des Césars pour leur dire, en gros, on veut refonder toute la gouvernance et moderniser cette cérémonie. Pour que vous y voyez plus clair, en fait, dans les Césars, il y a d'un côté 4700 votants qui sont dans tous les corps de métier du cinéma et de l'autre côté, il y a la gouvernance qui est une assemblée restreinte avec 47 membres. Le problème, c'est que cette gouvernance n'a pas vraiment évolué depuis le début des Césars et n'a pas écouté les demandes du public, notamment concernant la parité. Bref, du coup, jeudi, nouveau rebondissement, les 47 membres de la direction des Césars ont annoncé leur démission collective. Alors on peut pas vraiment parler d'une remise en cause fondamentale du monde du cinéma puisque ça concerne juste l'organisation des Césars, mais ce qui est sûr, c'est que les Césars auront une toute nouvelle direction l'année prochaine et ça risque d'influer sur le choix des nommés. Pour la dernière actu du jour, on va parler des enfants influenceurs. Vous êtes peut-être déjà tombé sur des vidéos d'enfants qui déballent des jouets devant une caméra et qui font des millions de vues. Vous le savez, c'est un immense business, très souvent géré par les parents, qui peut rapporter énormément via des partenariats notamment. Sauf que jusqu'ici, eh bien, ces enfants ne bénéficiaient pas de la protection liée au droit du travail, comme c'est le cas aujourd'hui pour les enfants qui travaillent dans le monde du spectacle, comme les comédiens ou les chanteurs par exemple. Du coup, cette semaine, l'Assemblée nationale a adopté une proposition de loi qui vise à protéger ces mineurs de moins de 16 ans, dont l'image est diffusée sur les réseaux sociaux, en encadrant notamment les horaires et les revenus. Si on suit pour le moment les règles appliquées aux jeunes artistes, eh bien ils pourront travailler au maximum 8 heures par jour et 35 heures par semaine, et uniquement à partir du moment où ça n'empiète pas sur leur apprentissage scolaire. Au-delà d'un certain seuil bientôt fixé, les parents auront l'obligation de verser l'argent sur un compte jusqu'à la majorité de l'enfant. Enfin, le texte prévoit aussi un droit à l'oubli, c'est-à-dire que si dans quelques années, eh bien les enfants concernés changent d'avis, eh bien ils pourront demander aux plateformes de retirer leur contenu. Bref, vous l'aurez compris, le but de cette loi, c'est non seulement de responsabiliser les parents des enfants, mais aussi les plateformes qui diffusent les contenus et qui en tirent eux aussi de l'argent. Du coup, vous le savez, tous ces sujets d'actualité, on va les suivre directement sur Instagram avec les petits résumés d'actualité qu'on poste chaque soir à 18h. Si vous n'êtes pas encore abonné, le nom du compte c'est Hugo Décrypte, et puis on a aussi lancé un compte dédié à la culture, le nom c'est hugodécrypte.pop, et un compte dédié au sport, et là c'est hugodécrypte.sport, tout simplement. Le débat de la semaine c'est le suivant: être enfant et influenceur, est-ce compatible? Vous pouvez voter directement à l'aide de la petite fiche qui s'affiche en haut à droite juste maintenant, et puis logiquement vous pouvez aussi en débattre dans les commentaires. Voilà, écoutez, je crois que j'ai tout dit, dans la description je vous mets des sources si jamais vous voulez en savoir plus, on se dit à très vite.